humaine. Dans la réalité, l'histoire de l'ufologie est faite de confrontations en tout genre et notamment violentes. Ce soir, je vous en dis toute la vérité, et rien que la vérité, celle de mes invités. On est en direct et sans filet. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Que feriez-vous si vous étiez face à un ovni? Seriez-vous paisible ou plutôt tendu? Cette question paraît incroyable et pourtant, certains militaires, et parmi eux des pilotes, ont été dans ce cas de figure. Ils ont tiré sur les ovnis. C'est un nouveau numéro de Bob vous dit toute la vérité, celle de mes invités, à commencer par Egon Kregel. Salut mon Egon. Hello Bob. Ça va bien? Très bien, et toi? Moi, je suis en pleine forme, je suis ravi de t'accueillir pour parler de ce sujet. On rappelle quand même que tu es l'auteur aux éditions Max Milo, dans la collection célébrissime BTLV Mystère Inexpliqué, de OVNI, sommes-nous en danger, le livre noir de l'ufologie. Et on va parler de ce danger, parce qu'effectivement, Egon, certains de ces pilotes dont j'ai parlé ont été confrontés À l'inconnu. À l'inconnu, et parfois ça s'est mal passé. On va détailler tout cela ce soir dans cette émission. Et quand je dis on, je dis aussi Pascal Fechner. Salut mon Pascal. Salut Bob, salut à tous. On est ravis de t'accueillir également. Je rappelle que Pascal, tu animes le Maybe Planet et c'est sur le Maybe Planet qu'on trouve beaucoup d'infos concernant ce dossier ufologie. On va ensemble tous les trois, enfin surtout vous, nous raconter quelques histoires qui nous ont... Parce que moi, je ne fais pas grand-chose. Moi, je mets les pieds sous la table. Moi, je vous écoute. Là, tu nous écoutes déjà. Voilà, c'est déjà bien. Mais effectivement, on va essayer de faire un peu saliver tous ceux qui nous regardent ce soir parce que effectivement, ce dossier OVNI, il est absolument incroyable parce que dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais parfois, ça se passe pas très bien. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien, sachez qu'on est en direct, comme je le disais, sur tous les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Twitch, il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a YouTube, bien sûr. Vous pouvez poser vos questions. Le chat est déjà ouvert. Il y a déjà pas mal de gens qui sont déjà là. Et puis, je rappelle aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que BTLV, c'est avant tout une chaîne par abonnement. Et que grâce aux abonnés, qui maintenant, depuis 10 ans, nous font confiance, eh bien, vous avez ces lives gratuits du mercredi. Donc, allez-y pour les 10 ans de BTLV. En plus, on est passé au sans engagement. Il y a eu un sondage qu'on a posté, les garçons, sur Twitter concernant la question voilà, que nous posons ce soir. Finalement, sommes-nous en danger face à ces ovnis? Regardez, devons-nous méfier des ovnis? Eh bien, vous dites oui à 40% et non à 60%. Un petit mot, Egon, sur ce sondage. Il te paraît normal, oui à 40%, non à 60%? Ou toi, d'après toi, faut-il se méfier un peu des ovnis? Oh, la question est vaste. Merci pour cette belle question. Je pense que ça reflète un petit peu une idée générale que les gens des ovnis et ils pensent généralement que c'est pas vraiment un phénomène hostile. Maintenant, sommes-nous en danger ou sommes-nous en terrain pacifique? J'en sais pas grand-chose. Mais il est vrai que quand on fouille la chronique depuis longtemps, et ça c'est mon péché à moi, c'est mon péché véniel, on trouve des cas assez étonnants où quelquefois des ovnis se sont comportés de façon agressive, notamment à Colares, on en a parlé, ouais, on a plusieurs cas comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a une chronique profuse, et quand je mets mon nez, quand j'y plonge mon nez avec délectation, je trouve très peu de cas offensifs. Depuis les années 40, il semblerait que ces ovnis soient plutôt pacifiques. Mais bon, affaire à suivre. Sait-on jamais, quand même. Tu as la question que tu posais dans ton livre Sommes-nous en danger? Alors je la posais parce que elle est quand même légitime. Oui, elle est absolument légitime. C'est-à-dire que depuis les révélations, depuis 2017, on voit que ce soit le Pentagone, que ce soit la NASA, que ce soit la marine nord-américaine ou que ce soit l'Air Force, n'arrête pas de pilonner en nous disant que le phénomène semble là et que surtout c'est une menace
de sécurité nationale. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire que c'était ma réponse un peu à ce cri d'alarme qui avait l'air général. Pascal, justement, quand on voit ce dossier du Pentagone, là, dont on a beaucoup parlé quand même sur BTLV, et qu'effectivement, finalement, le dossier OVNI est devenu, pour les Américains, avant tout une affaire de sécurité nationale. Je te pose la même question, devons-nous nous méfier des ovnis? C'est en tout cas ce que pensent les Américains. Au vu de toutes les actions qui sont menées, c'est avant tout, sont-ils une menace finalement pour la sécurité nationale? C'est vrai que quand je voyais ce sondage, je me suis dit ce serait amusant de l'inverser. Si on demandait aux extraterrestres, faut-il se méfier des terriens, je pense qu'on aurait 95% oui, 5% non. Je pense 99,9, je pense. Voilà, peut-être même de la marge d'erreur, effectivement. Alors, le postulat de base, c'est de dire si nous sommes visités par des extraterrestres, ou par des dimensions parallèles, ce qu'on veut, et que cette technologie est bien supérieure à la nôtre. C'est vrai que la question qu'on pourrait se poser, c'est s'ils nous voulaient du mal, on serait peut-être éradiqués de la surface de la planète depuis très longtemps. Donc effectivement, si on part de ce postulat, qui est un postulat, une perspective prospective, effectivement, il semblerait que le phénomène ne soit pas agressif, au mieux neutre, et il nous regarde peut-être comme une espèce assez dangereuse, nous tient à distance parce qu'on n'est peut-être pas prêt à communiquer, ou ils n'ont peut-être pas grand-chose à nous dire dans l'état d'avancée où nous sommes actuellement. C'est possible. Effectivement. Alors, en fait, le problème de ce dossier, je sais que ce soir, vous allez réagir. Dès qu'on parle d'OVNI, ça vous tient à cœur. C'est le sujet phare de BTLV. À chaque fois qu'on fait une enquête, c'est là-dessus que les gens se disent, voilà, je veux de l'information, je veux de l'information. Est-ce que vous comprenez d'ailleurs le besoin d'avoir de l'information sur ce sujet? Est-ce que justement, ça ne démontre pas peut-être, il y a deux aspects. Il y a le côté peur, il y a celui qui est curieux, qui dit je veux en savoir plus. Mais quand même, moi, je ne sais pas comment vous réagiriez, mais moi, je serais face à quelque chose d'exogène que je ne comprends pas, qui atterrait dans mon jardin, avec des petits êtres, comme c'est souvent mentionné, avec des grands yeux, etc., et qui me parlent par télépathie. Je ne sais pas comment je réagirais. En toute honnêteté, je ne serais pas forcément très à l'aise, Egon. De toute façon, je crois que si on avait une suspicion de présence étrange dans sa propre maison, si on disait qu'il y a un étranger qui était introduit chez soi, on se pose des questions. Et c'est le cas, en fait. C'est vraiment le cas. C'est quand même un sujet fondamental de se dire, est-ce qu'on est visité? Si nous ne sommes pas les seuls sur cette planète, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Voilà. Alors ça peut être évidemment, ils peuvent provenir d'outre espace, ils peuvent, comme disait Pascal, ça peut être des êtres interdimensionnels. En tout cas, il semblerait, tout ça entre guillemets, que peut-être nous ne sommes pas seuls, et c'est la grande question. Are we alone? Est-ce que nous sommes seuls ou pas? Et je crois que c'est fondamental de se la poser. Alors, on va essayer ce soir, les garçons, d'en savoir plus. On va commencer par un cas qui va nous ramener en 1942. C'est peut-être le premier cas le plus incroyable, Egon, c'est la bataille de Los Angeles, parce que dès le lendemain quand même de cette histoire, on voit que toute la presse va s'emparer du sujet. Oui. On rappelle qu'on a une période quand même un peu charnière. Les Japonais ont attaqué Pearl Harbor déjà. Absolument, ils ont attaqué Pearl Harbor 2 mois auparavant. C'était une attaque des forces aéronavales japonaises. Et cette attaque n'a pas été sans conséquence, puisque cette attaque a provoqué l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Donc voilà. Alors c'est vrai que c'est un moment un petit peu compliqué, la paranoïa s'empare un peu et à la fois des instances et des citoyens. Et c'est un cas totalement iconique dans l'histoire de l'ufologie qui s'est déroulé dans la nuit du 25 février 1942. Alors Bob, que s'est-il passé réellement sur la côte ouest américaine durant cette nuit si particulière? Alors que s'est-il passé? Alors donc nous sommes à Los Angeles, voilà le 25 février 1942, en pleine nuit. La ville dort tranquillement. Et soudain, à 2h25, des sirènes retentissent de toutes parts. Alors que Los Angeles est plongé dans le noir, on voit des milliers de citoyens qui sont tirés de leur lit. Ils vont découvrir, stupéfaits dans leur ciel, une espèce d'objet de très grosse taille. À 2h43, des avions suspects aussi sont signalés près de Long Beach. Et quelques minutes plus tard, un colonel d'artillerie repère environ 25 aéronefs volant à 12 000 pieds. 12 000 pieds, ça doit faire 3 500 mètres à peu près, au-dessus de Los Angeles. Voilà. Alors, concernant Bob, cette nuit très agitée,
on dispose aujourd'hui d'un témoignage exceptionnel. C'est celui de Cathy, qui était une jeune et jolie décoratrice d'intérieur, qui travaillait pour des sommités d'Hollywood. Et dans ce contexte de guerre avec le Japon, Cathy s'est portée volontaire, comme 12 000 citoyens de Los Angeles, pour devenir Air Raid Warden. Alors c'est quoi? C'est-à-dire coordinatrice d'urgence en cas de raid aérien. Voilà, c'est-à-dire c'était vraiment un sursaut citoyen qui voulait devenir des sentinelles et voilà pour la protection de la ville. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cathy, elle vit non loin de Santa Monica, et durant cette nuit donc du 25 février, elle est réveillée par un coup de téléphone, et c'est le superviseur du raid aérien de son district qui l'avise qu'une alerte va être déclenchée. Et il lui demande si elle aperçoit un drôle d'objet dans le ciel. Alors, donc Cathy se lève, elle ouvre sa fenêtre, elle tire ses rideaux, elle lève la tête, et voilà ce qu'elle raconte. Je la cite. Elle dit « C'était énorme. C'était juste énorme, et c'était pratiquement juste au-dessus de ma maison. Je n'avais jamais rien vu de tel de ma vie. Cet engin planait juste là dans le ciel, et il était pratiquement immobile. Il était d'un joli orange pâle. C'était, je dois dire, la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je pouvais le voir parfaitement parce qu'il était vraiment très proche, et il était énorme. » Voilà la première chose que nous raconte Cathy. D'accord. Voilà. Okay. Et comme la ville est plongée dans l'obscurité, on peut imaginer que Cathy et des centaines de milliers, de citoyens peuvent bénéficier du spectacle. Et ils nous disent, ils ont témoigné en disant que cet ovni, était ceint d'une clarté spectaculaire. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du spectacle. Et puis soudain, Bob, tout va se déchaîner. C'est-à-dire que la ville va rentrer vraiment en état de siège. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, dans les coulisses du pouvoir, les nouvelles vont vite. On se dit que visiblement des appareils inconnus viennent de violer l'espace aérien de la côte ouest. C'est ça. Comme ces appareils ne sont ni américains, l'armée pense que ce sont des appareils japonais, visiblement. Donc 9 puissants projecteurs vont balayer le ciel à la recherche de ces éventuels bombardiers. Tu nous as apporté une voilà. image ici qui est quand même assez célèbre parce qu'on l'a déjà diffusée, Elle est effectivement. extrêmement célèbre. Et elle a fait d'ailleurs la une du Los Angeles Times. Alors, j'ai pu trouver un agrandissement, d'ailleurs, d'assez bonne qualité à droite. Il y a eu une polémique un petit peu autour de ces photos, il faut le dire, parce que quand on a récupéré les clichés originaux, on s'est rendu compte que la photo avait été un peu retouchée. Ah. Mais c'était, je dirais, de bonne guerre, parce que c'était tout le temps, on faisait ça régulièrement pour apporter un peu plus de clarté. Pour la presse. Alors, j'ai vu certaines photos, et effectivement, ce qui a été un petit peu modifié, c'est qu'ils ont beaucoup blanchi les projecteurs, mais il n'y a pas eu je dirais, de contrefaçon et de changement notoire. Voilà. Messieurs, je voulais vous poser la question. Là, quand on voit cette photo, quand même, on a la sensation que ce sont des Foo Fighters. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de Foo Fighters. Alors, on a surtout, on voit sur la photo, des boules, là. On a des espèces de petites sphères, et on a quand même un objet. Ouais. Il y a un objet au milieu, on le voit dans l'agrandissement. Un peu plus gros, là. On a quelque chose d'un peu plus gros. Qui est d'ailleurs éclairé par tous les projecteurs de l'armée. Absolument. Alors, c'est un peu compliqué, d'ailleurs, on va le voir, mais c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il y avait vraiment dans le ciel. On va le développer tout à l'heure. Parce qu'en fait, la lumière, elle explose tellement de tout qu'on ne sait pas s'il y a un objet derrière ou s'il y a... Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un gros truc. Ça, c'est... Parce qu'on a... tu vas voir, on a pas mal de témoignages, notamment de journalistes, de militaires. Ouais. Et puis, il y a d'autres choses autour. Voilà, écoute, on va avancer à petits pas. Donc, je disais que oui, d'un seul coup, tout va se déchaîner. Il y a ces projecteurs qui balaient le ciel. Et à 3h16, les batteries antiaériennes qui protègent la ville vont ouvrir le feu. Et là, ça va être absolument hallucinant. Un témoin déclare que l'air au-dessus de Los Angeles a éclaté comme un volcan. Il faut savoir, Bob, que la DCA va tirer pendant près d'1 heure sur ces intrus célestes. Et cela sans succès. Ces tirs antiaériens vont engendrer une véritable panique parmi la population et va causer indirectement 6 morts. Alors on sait c'est indirectement. C'est ça qui est incroyable, c'est que malgré tous les obus qui vont être tirés, ils ne vont pas mourir de ces obus. Voilà. Alors il y en a 3 qui vont visiblement, ce sont des victimes qui vont être tuées par des retombées d'ovnis, qui vont visiblement déclencher des accidents de la route, et 3 autres qui vont mourir d'arrêt cardiaque à cause du stress. Ouais, c'est ça. Donc on a ces victimes. On imagine la panique quand même, parce que pour mourir d'une crise cardiaque
face à des engins ou des objets ou de ce qui se passe dans le ciel, on est un peu flippé, on se dit tiens, ça y est, ils sont là. Quoi, parce que c'est ça. Bob, Ou c'est soit les Japonais, soit les... La DCA va tirer 1430 obus pendant 1 heure. Ouais, Quoi. c'est ça. Imagine, Ouais, il paraît ouais, que... ouais. C'est ce qu'ils disent. Le ciel a éclaté comme un volcan, on peut imaginer, le stress. Ouais. Voilà. Il faut savoir aussi que les tirs de DCA vont détruire aussi des habitations, hein, mais ils n'ont aucun effet visiblement sur ces intrus célestes. Et là, on a encore le témoignage de Cathy qui est magnifique parce qu'elle a assisté à tout cela et voilà ce qu'elle raconte. Elle dit « Ils ont d'abord envoyé des avions de combat, malgré le fait que plus tard, l'armée a totalement nié cela. En tout cas, moi, j'ai vu et observé ce groupe d'avions s'approcher de l'OVNI. Il y a eu quelques tirs, mais cela n'a eu aucun impact. Et quelques minutes plus tard, la DCA est entrée en action. C'était comme le 4 juillet, mais en beaucoup plus intense. Tu m'étonnes. C'est la fête nationale. Oui, Cathy, c'est la pour fête rappel, nationale, c'est voilà. ça, pour signaler. Ils tiraient comme des fous, visiblement, sans pouvoir atteindre cet OVNI. L'objet pris au centre des lumières était comme le moyeu d'une roue de bicyclette surmontée par des rayons luisants. Le feu semblait se consumer en anneaux tout autour de l'objet. L'attaque a duré plus d'une demi-heure avant que ce visiteur céleste ne s'éloigne tranquillement et disparaisse. Je n'oublierai jamais à quel point c'était beau, c'était tout simplement merveilleux et quelle couleur magnifique. Visiblement, Cathy a été extrêmement éblouie par, par cet incident. Elle était émue par ce qu'elle a Elle a été vu. c'est ça. extrêmement émue par cet incident. Au final, Bob, des milliers de citoyens vont donc voir des boules lumineuses, extrêmement rapides et très habiles qui évitent les tirs nourris de DCA, ainsi qu'un objet plus important qui va rester un moment immobile avant de filer en direction du sud. Les tirs vont cesser à 4h15 du matin. Au total, comme je le disais, 1430 obus ont été tirés et l'alerte générale va prendre fin à 7h20. Voilà, une nuit plutôt agitée. Alors là, ce qu'on voit quand même, les garçons, c'est que on a l'armée qui est mobilisée, on a des obus qui sont tirés, on a la presse qui s'en est mêlée, et à l'époque, on n'a encore rien, parce qu'on n'est pas en 47, l'ufologie moderne n'a pas démarré, non, absolument. ou 45 par rapport Bien à ce sûr. qu'a dit Paola Harris et Jacques Vallée sur Trinity, mais voilà, on n'a pas cette ufologie, donc finalement, ils ne savent pas, Non, ça, on ils sait savent pas. Ils sont face à quelque chose, mais ils ne savent pas. Absolument, absolument, on ne sait pas. Et pourtant l'armée va utiliser le terme avion non identifié, mais c'est avion. Hein, Ouais. voilà. Oui, c'est ça. Pascal, ça va pas être la seule fois où les Américains vont être survolés, hein, parce qu'on se souvient aussi des Lumières de Washington. C'est-à-dire qu'en fait... 10 ans plus tard, en 52. Voilà, en c'est 52, ça. Donc ouais. là aussi, il y a... Alors, ça n'avait pas tiré sur Washington. Non, hein. ils ont envoyé des jets, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ils ont envoyé les jets, mais ils n'avaient pas tiré. Par contre, c'est intéressant ce que tu dis. Il faut savoir juste une chose, c'est que officiellement, à partir du carrousel de Washington, l'armée a demandé aux pilotes de tirer officiellement sur les ovnis. Et ça a été déclaré officiellement. Regardez, l'ordre a été confirmé par le lieutenant-colonel Monsel Monté, un agent d'information publique de l'armée de l'air, qui a déclaré: les pilotes de jet ont été et sont toujours sous l'ordre d'enquêter sur les objets non identifiés et de les abattre. Voilà. C'est-à-dire que Ça, c'est clair. là, ça a été clair en 52. On fait L'ordre pas était semblant. donné. Voilà. Bon, en plus- parce que j'ai coupé la question que tu posais. Non, mais on voit que les Américains font pas dans la dentelle. Non, non. Et c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a eu des ballons, boum, on y va, on descend, on ne rigole pas. Oui. Ce cas de la bataille de Los Angeles, finalement, Pascal, il est symptomatique de l'état dans lequel se trouve l'Amérique aujourd'hui. La peur d'être attaquée et surtout la trouille de ne pas pouvoir répondre. Oui, moi c'est vrai que souvent je considère que l'ufologie moderne n'a pas commencé en 47 mais en 42, parce que quand on tire des milliers d'obus, comme ça a été le cas dans cette nuit de 1942, sans savoir sur quoi on tire, de façon vraiment épidermique, voilà, là on a un ovni, on tire dessus, on ne sait pas ce que c'est, on ne regarde pas vraiment les conséquences que cela peut avoir. Bon, bah, résultat des courses, il y a 6 morts de façon indirecte. Voilà, là on est typiquement quand même... Voilà, on est typiquement dans un comportement, je dirais, un petit peu primaire. De dire, bon, bah, tirons d'abord et on verra après ce qu'il en reste, quoi. Ça, c'est un peu inquiétant, quand même. Alors, oui, donc il y a eu des dégâts. J'ai fouillé dans la presse, j'ai retrouvé des trucs géniaux. Il y a eu des dégâts matériels et humains importants, pas mal de blessés. Par exemple, j'ai trouvé un animateur radio a percuté un auvent et a subi une entaille à l'œil. Oh. Un policier a c'est donné dangereux, hein, le métier d'animateur. Oui,
Tu vois, j'ai pensé à toi. Un policier a donné un coup de pied dans la vitrine d'un magasin éclairé de Hollywood et s'est coupé la jambe droite. Ah. Pas mal de blessés parmi les gardes anti-aériens. L'un d'eux, en voulant regarder dans un appartement éclairé, est tombé d'un mur et s'est cassé une jambe. Ouais. Comme quoi, la curiosité, ça vient En fait, des faux. c'est les hommages collatéraux, mais en cascade, quoi. En fait, C'est génial. Un autre a sauté une clôture d'un mètre pour atteindre une maison et s'est foulé la cheville. Un troisième est tombé dans ses propres escaliers en panique et s'est cassé le bras. Et puis, il y a beaucoup aussi de dommages matériels. Parce que ces obus anti-aériens qui n'ont pas explosé dans les airs ont souvent explosé sur le sol. Ouais. Donc, ça a pulvérisé un garage, plus loin un patio et une maison, plus loin ça a soufflé une voiture qui était garée. Enfin, Oui, parce que les obus, ça retombe à un moment donné. Oui, donc ça a été un moment de panique. On comprend les arrêts cardiaques, parce que voilà, c'était... C'est la guerre, voilà, quoi. absolument. Surtout que les Américains, à part la guerre de sécession, et d'ailleurs en 42, très peu l'avaient vécu, voilà, mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, ils n'avaient jamais eu de conflit sur leur terrain. C'est-à-dire que la guerre était ailleurs. Voilà, donc, Puis depuis Pearl Harbor, justement, c'est comme on ça. disait, ils et étaient encore, Pearl Harbor, tu vois, Oui. c'est pas sur le continent américain à Absolument. proprement parler. Tu Mais vois bon, ce que je veux dire. en fait, ils craignaient. Il y avait vraiment une paranoïa qui était montée. Ils craignaient une attaque Mais de c'est la ça. côte ouest. Ils se disaient qu'ils allaient. Et on rappelle quand même qu'ils sont rentrés en guerre parce qu'il y a eu Pearl Harbor. Absolument. Voilà, donc ça, c'est un cas assez incroyable quand même. Oui, alors il y a eu des conséquences maintenant. Maintenant, on va parler des conséquences, parce que c'est ça qui est très intéressant. Dès le lendemain, le 26 février, l'événement fait la une du Los Angeles Times. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans le Los Angeles Times à l'époque? Pour le commandement de la défense de l'armée de l'Ouest, le blackout et l'action anti-aérienne du petit matin à Los Angeles ont été justifiés par un avion inconnu aperçu au-dessus des plages. Et une seconde déclaration officielle confirme que cet avion n'a pas été identifié. Donc c'est ce que je disais, voilà, les premiers termes, c'était les avions non identifiés, on ne parlait pas d'OVNI. Donc le quotidien a publié cette célèbre photo qu'on a vue tout à l'heure. Et si on se penche sur la presse d'époque, un autre journal, le Christian Science Monitor, évoque lui des points argentés, un objet trop gros pour être un avion. C'est là qu'on va voir, il est un peu difficile de savoir ce qu'il y avait vraiment dans le ciel. Peter Jenkins, journaliste au Los Angeles Herald Examiner, lui qui a été témoin de cet étrange balai, déclare « J'ai pu clairement voir une formation en V d'une vingtaine d'avions argentés traversant lentement le ciel jusqu'à Long Beach. C'est également confirmé par le chef de police de Long Beach, M. McClelland, qui rapporte à son tour « On a décrit une seconde vague d'avions au-dessus de l'hôtel de ville. Un ancien expert de la Navy l'a observé avec de puissantes jumelles de marque Carl Zeiss et a compté 9 avions dans le cône formé par les projecteurs. » Donc on sait qu'il y a eu, en gros, un gros objet, plus des petits objets autour. Maintenant, effectivement, les témoignages diffèrent un peu. Egon, c'est assez marrant que tu parles de gros objets, de petits objets. On le voit, vous êtes tous d'accord avec moi, il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent « j'ai vu un gros truc » avec plein de petits trucs à côté. Et ça me rappelle, les cigares, ça me rappelle Rencontre du troisième type, où de toute façon, il y a le vaisseau principal. Les mouchards, on appelle ça des mouchards. Et il y a les petits. Mais en même temps, regardez ce que nous on fait. On a bien des avions qui envoient des drones, etc. On peut faire la même chose et on envoie des sondes un peu partout. C'est ça. C'est pour ça. Donc ça s'est soldé comment, cette histoire? Alors justement, en gros, donc, au final, on estime à peu près à 1 million le nombre de témoins. Ah oui. 1 million. Ah oui, donc il faudrait envoyer ça au Japon. Oui, c'est ça. Alors, dès le lendemain, évidemment, les journalistes, les civils ont demandé des explications aux instances, en disant qu'est-ce qui s'est passé. Et lors d'une conférence de presse, c'est le responsable de l'US Navy, Frank Knox, qui s'y est collé, qui a pris la parole et qui a déclaré que tout cela ne fut qu'une fausse alerte due à l'anxiété de notre contexte de guerre, car selon lui, aucun avion, cette nuit-là, n'a survolé la ville. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Alors, ça a mis le feu aux poudres. Ah oui. Imaginez, bah oui, parce que les questionnements des citoyens s'est transformé en indignation. Non, puis surtout, les gars... Disons, on nous prend pour des imbéciles. Mais voilà. Et puis, il y a l'armée, là, pour le coup. Là, on a quand même tiré les obus. Les gens ont vu qu'il se passait quelque chose. Absolument. Alors, le New York Times du 28 février n'est pas tendre avec tout ça. Il réagit. Il déclare que plus on se penche sur cet incident, plus il devient inexplicable et douteux. Et on peut lire ce qui suit, qui est très intéressant. Voilà ce qu'on peut lire à l'époque. Si les batteries anti-aériennes ont tiré dans le vide, comme le sous-entend le secrétaire Knox, c'est là un signe d'incompétence et de nervosité fort coûteuse. Si en revanche, les batteries ont tiré sur de vrais avions, certains volant très bas à 9000 pieds, comme le déclare le secrétaire Stimson, pourquoi ont-elles été totalement inefficaces ? On nous assure également qu'aucun avion de chasse n'a été envoyé pour identifier ces engins. Et pourquoi donc ?
Et que se serait-il passé s'il s'agissait d'un véritable raid aérien? Ces questions sont légitimes, mais visiblement, pour le département de la guerre, ils répondent en toute franchise, impliquerait de leur part un aveu complet concernant la faiblesse de nos défenses aériennes. Ah oui. Et de son côté, Bob, le journal de Long Beach Independent remarque il y a une mystérieuse réticence des autorités à s'exprimer sur cette affaire et il semble que la censure soit à l'œuvre. Alors, ce qui est génial, en fait, c'est que là, les garçons, on n'a même pas posé le mot ovni encore pas du dans tout. l'inconscient collectif américain. Mais c'est pour ça que ce cas est fabuleux, parce qu'en fait, pour moi, il est fondateur de tout ça. Et il correspond parfaitement à l'intitulé. Ils ont tiré sur des ovnis, parce que 1430 ovnis, ça rigole pas. On n'aura jamais l'équivalent. On n'en retirera pas autant. Non, je jamais. pense que là, aujourd'hui, Ça a coûté une fortune en plus. Ouais. Bah oui, parce que 1400, c'est l'émission. Absolument, Donc, ça a coûté une fortune. Pascal, c'est pour toi l'un des mythes fondateurs finalement de l'ufologie. Hein. C'est cette bataille de Los Angeles, voilà, ça commence là et d'ailleurs ça va jamais s'arrêter sur le sol américain. Ah bah, moi, concrètement, la bataille de Los Angeles a, sur beaucoup de points, beaucoup plus de sens que Roswell. Parce que là, il y a une vraie réalité physique. Il y a des milliers d'obus qui sont tirés. Il y a des gens qui les voient. Enfin, il y a des moyens incroyables qui ont été mis en œuvre pour cette simple nuit. Donc là, voilà, là, on voit les conséquences d'une rencontre avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas et la façon dont elle réagit. Donc c'est très intéressant, je trouve. Je ne pense pas que les choses aient beaucoup changé aujourd'hui. Et ça explique peut-être l'inquiétude américaine aujourd'hui face à des engins qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a quand même une histoire, quoi. Et puis il y a une chose très très intéressante pour moi, c'est que c'est le début de ce qu'on va appeler la désinformation. Ouais. Pourquoi ? Parce que ce qu'on sait en revanche aujourd'hui, c'est qu'au moment de toute cette agitation, en coulisses, le général George Marshall adresse un mémo au président Roosevelt, dans lequel il écrit, des avions non identifiés n'appartenant ni à l'armée ni à la marine américaine sont probablement passés au-dessus de Los Angeles. Des éléments de la 37e brigade antiaérienne a ouvert le feu et utilisé entre 3h12 et 4h15 du matin 1430 obus. Aucune bombe ne fut lâchée, aucun blessé parmi nos troupes, aucun avion n'a été abattu. Alors Bob, il faut savoir que ce document officiel daté du 26 février 1942 que j'ai retrouvé porte la référence OCS 21347-86 pour ceux qui veulent chercher. Ouais. Il a été déclassifié en 1974, ce qui a fait dire à l'historien Richard Dollon, spécialiste de la guerre froide, il est intéressant de noter que durant 30 ans, jusqu'à la déclassification du mémorandum de Marshall, le département de la Défense a prétendu qu'il n'existait aucun enregistrement de l'événement. Donc si ça, c'est pas de la désinformation, qu'est-ce que c'est ? D'un côté, on a Frank Knox qui nous dit aucun avion, et de l'autre côté, il y a un mémorandum qui passe en disant oui, il y a eu des objets, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Bon, vous avez compris que ce soir, on va beaucoup parler de ces ovnis qui ont été tirés un peu comme des lapins. 1430 obus, je vous dis pas, la chasse était ouverte ce soir-là. Je vais terminer juste avec une chose, c'est qu'après la guerre, à la fin de la guerre, l'armée a publié un document en expliquant visiblement ce qui s'était passé. 2 hypothèses ont été avancées, et tu vas voir qu'encore ces 2 hypothèses, elles sont fort discutables. Première hypothèse de l'armée, en fait, de nombreux ballons météorologiques avaient été largués au-dessus de Los Angeles cette nuit-là. Ils portaient des lumières à des fins de suivi, et donc ces ballons éclairés ont été confondus avec des avions ennemis. D'accord, donc les ballons déjà, c'est-à-dire qu'on se souvient que des ballons Mogul pour... ça ne tient pas la route Roswell. Parce que de nombreux ballons ont survolé Los Angeles. 1430 obus, il y en aurait bien 1 ou 2 qui auraient été descendus, il y aurait des résidus. Vu que cette première hypothèse n'a pas été très convaincante, l'armée a proposé une seconde hypothèse qui est encore plus folle, en disant, vous savez ce qui s'est passé cette nuit-là ? Des éclats d'obus éclairés par les projecteurs ont été confondus par les équipes au sol avec des avions ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, on a tiré dans un ciel vide et les éclats des obus ont été pris par les militaires pour des avions ennemis. Donc voilà, c'est... Bon, il faut savoir aussi une chose aussi, pour terminer, c'est que les Japonais, après la guerre, ont ouvert leur dossier et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient jamais fait voler d'avion au-dessus de Los Angeles cette nuit-là. Oui, puis alors, je vais dire un truc, vu ce qui s'était passé déjà Pearl Harbor, voilà. Les Japonais auraient été fous d'attaquer Los Angeles parce qu'il y avait quand même une décès absolument incroyable sur les côtes californiennes. Alors, je vous le disais. Donc en conclusion,
encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a rayé le ciel de Los Angeles dans cette nuit de 1942. Ils ont tiré sur les ovnis et ça a commencé donc effectivement en 1942. On va revenir dans quelques instants parce qu'on va raconter une autre histoire et c'est Pascal qui s'en chargera. On va se retrouver en 1976 avec l'incident de Téhéran. Vous verrez, il y a un général qui était aux commandes de son avion qui a été confronté à quelque chose qui l'a un peu dépassé. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que, il se passe plein de choses sur les réseaux sociaux. Il y a Jordan qui me dit « Je suis abonné, j'ai plus accès à BTLV ». Alors, Jordan, ok, merci pour l'information, mais il y a un support@btlv.fr. Vous écrivez et on prend les choses en main. Veuillez nous excuser, effectivement, vous savez qu'il y a eu un petit séisme, là, il y a eu quelques jours. Ça a foutu un bordel pas possible sur nos serveurs qui sont du côté de la Charente et ça a été un peu compliqué pour nous, mais on a réussi à circonscrire l'incendie, comme dirait l'autre, et malgré tout, il y a encore quelques bugs, etc. Donc on essaie, j'étais encore en réunion ce matin avec les développeurs pour tenter de tout remettre en place, donc veuillez nous en excuser et je remercie Marie-Laure qui fait un travail formidable au support abonné. Et puis il y a Raphaël qui lui nous écoute et nous regarde de Tahiti, donc ça c'est une bonne chose. Donc on imagine que Tahiti c'est plutôt sympa. Alors autre information avant de parler du général Parviz donc, et de ce cas iranien. Je vous rappelle qu'on en a un peu parlé avant, c'est le retour des rencontres du mystère et de l'inexpliqué. BTLV présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 9. Les 10 et 11 novembre 2023 à Paris. Venez vivre un événement exceptionnel. Retrouvez sur scène durant 2 jours Egon Kragel, David Gallet, Anton et Anaël Parks, Pascal Lafargue, Jean-Patrick Pourtal, Jocelyn F. Keller, Huette Dio, Patrice Marty, Patricia Daré, OVNI, paranormal, spiritualité, ancienne civilisation, artefacts, réincarnation. 10 conférences inédites, sans oublier la diffusion en avant-première du nouveau film de David Gallet sur les contacts extraordinaires. Les 10 et 11 novembre à Paris, au Forum 104. BTLV vous donne rendez-vous pour 2 jours de fête présentés par Bob. Infos et réservations sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Voilà, c'est un événement qu'on est très content de vous reproposer parce que avec le Covid, on avait arrêté, on avait fait les 7 et 8e éditions en virtuel, donc par visioconférence, et on est ravis cette fois de revenir avec ce joli parterre de stars du mystère et de l'inexpliqué. Donc vous pouvez dès maintenant aller sur btlv.fr. Je sais qu'à la régie, on va vous mettre le lien. Et alors si vous êtes abonné, regardez bien vos mails parce que vous allez recevoir un code promo. En tant qu'abonné, il était normal, bien sûr, que l'on vous propose un code plus intéressant que pour les autres. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Celle de mes invités, bien sûr, moi je n'ai aucune vérité, je ne suis là que pour poser des questions. Et j'ai Egon Kragel, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, qui est ici, et aussi Pascal Fechner du Maybe Planet. Alors, Pascal, c'est avec toi qu'on va continuer cette aventure et cette émission sur Ils ont tiré sur des ovnis. Ça paraît complètement dingue, mais effectivement, il y a eu des cas fous, et c'est ce que nous allons évoquer maintenant. On va se retrouver en 1976, c'est ça ? Ouais, tout à fait. On part en Iran, parce qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il se passe des choses. Et on va en Iran dans la nuit du 18 septembre au 19 septembre 1976, dans le ciel de Téhéran. Il est 23h et la tour de contrôle de l'aéroport de Meherabad, c'est l'aéroport de Téhéran, va recevoir des appels de citoyens qui disent voir quelque chose de brillant et d'assez gros dans le ciel. Alors, ce soir-là, le contrôleur aérien, il s'agit de Houssen Pirbouzi. Suite à la réception de ces appels, il va sortir, il va prendre ses jumelles et il va regarder dans le ciel. Et effectivement, il va indiquer voir une espèce de lumière colorée qui change de position et qu'il estime à peu près 1800 mètres. Bon, c'est quelque chose d'étonnant, il le voit. Ces informations, on les a parce que le général Parviz Jafari a donné son témoignage dans le livre OVNI de Leslie Kean, qui est paru dans les années 2010, et c'est lui qui explique ce qu'il a vécu précisément cette nuit-là. Alors, il faut savoir que Pirbouzi, c'est le contrôleur aérien, pour lui,
ce soir-là, il n'y a pas d'avion et il n'y a pas d'hélicoptère dans le ciel, donc pour lui, ça ne peut pas être des appareils qui se déplacent. Et puis quand même, la lumière étant toujours là, eh bien à minuit et demi, il va se décider à appeler le poste de commandement de l'armée de l'air. Ce soir-là, c'est le général adjoint Yousefi qui est responsable. Il sort et il va voir aussi cette lumière. Alors il faut savoir, et ça c'est intéressant, que la base aérienne de Chakori est située quand même à 275 km de Téhéran, et lui aussi va voir la lumière. Donc, on s'imagine un petit peu la taille c'est de, ça, de, c'est de que là, cette on est lumière. face à quelque chose qui a l'air assez mouse, quoi, parce que ça se voit de loin, quoi, comme c'est ça. Et il faut bien savoir que les premiers appels ont lieu à 23h, et qu'en fait, l'armée de l'air va être alertée à minuit 30. Donc ça fait 1h30 que cette lumière est quand même dans le ciel. Alors, ça, c'est un élément important parce qu'il faut savoir, et c'est ce qui rend le cas intéressant, je trouve que, bien sûr, les sceptiques, les zététiciens vont s'attaquer à ce cas à terme, mais ils vont pas vraiment trouver d'explication. Ils vont trouver plusieurs explications, mais qui, mis bout à bout, rendent le cas quand même assez improbable. Alors, le général va envoyer dans un premier temps un chasseur Phantom F4 depuis la base aérienne, donc 275 km dans le ciel de Téhéran. Avec un Phantom F4, c'est quand même couvert assez vite. Dans le F4, on a 2 hommes à bord. On a le capitaine Aziz Kani et le premier lieutenant Hossein Chokri, qui est le navigateur. Ils arrivent sur zone, ils voient l'objet. Et bien sûr, ils tentent de le prendre en chasse, mais ils indiqueront qu'ils se déplaçaient à une vitesse proche du son et qu'ils ne parviennent pas à le rattraper avec leur F4. Et ils indiquent aussi que lorsqu'ils vont s'approcher de cette lumière, eh bien, leur radio va se brouiller et ils vont perdre la communication avec la tour de contrôle. Et par contre, quand ils s'éloignent de cette lumière, eh bien, tout semble refonctionner. Alors, environ 10 minutes plus tard, eh bien, c'est le lieutenant, parce qu'à l'époque il est lieutenant, c'est le lieutenant Parviz Jafari qui va être envoyé également sur zone, et il sera accompagné du premier lieutenant Jalal Damirian, qui va s'occuper de tout ce qui est radar et autres équipements. Ils arrivent quand même rapidement sur zone et ils voient effectivement cet objet assez brillant. Alors, Jafari dira, il émettait des flashs de lumière intense, rouge, verte, orange et bleue, si brillantes que je n'arrivais pas à voir sa structure. Alors, je t'ai envoyé une petite copie d'écran. Ça me paraissait important quand même d'indiquer, ça c'est le ciel de Téhéran, ce soir-là, précisément à 1h30. Ouais. Voilà, on voit quand même Jupiter qui est bien présent, donc, et d'autres étoiles qu'on voit bien. C'est vrai que on ne peut pas s'empêcher de penser que Jupiter a peut-être joué un rôle. Maintenant, bien sûr, les gens vont dire, ouais, mais que des citoyens lambda confondent Jupiter avec quelque chose d'étonnant, c'est une chose. Maintenant, un contrôleur aérien devrait quand même maîtriser ce type d'astre. Et puis, le général de l'armée de l'air devrait quand même savoir ce qu'il y a dans le ciel. Dis-moi, je ne sais pas, alors je vous pose la question parce que moi, je n'ai pas fait l'armée, donc je ne sais pas ce qui se passe sur un radar, mais juste une chose, est-ce qu'au radar, on voit les astres ou pas? Parce que là, parce qu'au radar, on voit les points solides, si tu veux, donc on ne voit pas les astres. Non. Donc en fait, la méprise, elle viendrait du sol, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ou alors même quand ils sont... Voilà, c'est ça, c'est qu'elle vient de là, c'est ça. Le problème des radars, c'est qu'ils scannent juste une partie. En plus voilà. Okay. Oui. Un radar c'est 10 km à peu près d'altitude. Et un radar va détecter une masse, mais bien sûr, le radar ne va pas détecter les astres. Et encore une fois, le contrôleur aérien et le général vont voir cette lumière à l'œil nu. Ils ne vont pas utiliser de radar. Et en plus, il faut savoir, et c'est important, que ce soir-là, le radar de l'aéroport est de toute façon en panne. Donc ce radar ne va leur être d'aucune utilité. Oui, non, mais c'est une histoire où il y a vraiment beaucoup de coïncidences qui vont faire que le cas est quand même étonnant. Par contre, le Jafari va détecter quelque chose sur son radar, le radar de son avion. Le radar va indiquer que concrètement l'objet sera à 43 km de leur position et ils vont se rapprocher à une vitesse de 240 km/h à peu près. Oui, parce que j'ai montré tout à l'heure l'avion sur lequel il volait. Voilà, c'est un chasseur, quoi. Qu'on n'est pas sur un avion hélice. Donc, bon. Voilà. Après, on est en 1976, bien sûr, les avions de 1976 n'ont pas les caractéristiques et n'attiennent pas les performances des avions d'aujourd'hui, mais enfin, quand même, voilà, c'est pas non plus comme de la réaction, quoi, c'est ça.
voilà, on est quand même sur des avions qui vont assez vite. Jafari dira que ce qu'ils vont capter au radar, ben, ce serait comparable à un Tonker 707. Un Tonker 707, ce sont ces avions de ravitaillement. C'est comparable à un gros Boeing 707, donc c'est quand même un objet assez conséquent. Ce qui est étonnant, c'est que Jafari va se rapprocher, en tout cas va estimer se rapprocher de cet appareil, de cette lumière, et ben voilà, d'où l'intérêt, ils ont tiré sur des ovnis, il va vouloir engager cet engin, il va vouloir lui tirer dessus, mais quand il va vouloir le faire, eh bien, il va se rendre compte que ses armes sont enrayées et que la communication radio est brouillée elle aussi. Donc il va pas pouvoir, il va se rapprocher à peu près 40 km, enfin en tout cas c'est la distance qu'il va estimer, mais rien à faire, il va indiquer qu'il continuait dans son cockpit, à l'œil nu encore une fois, il continuait à avoir une forme en diamant géant et brillante avec des lumières pulsantes et colorées. Et ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, et on parlait des petits objets tout à l'heure, eh bien, Jafari va dire qu'il va avoir la surprise de voir un objet rond sortir de l'objet principal et s'approcher de lui à grande vitesse. Concrètement, dans sa tête, parce que voilà, il faut voir que ce sont des pilotes qui n'ont que quelques secondes pour réagir aux événements, et pour lui, concrètement, bah, cet objet qu'il a en face de lui est en train de tirer un missile. Donc, il a très très peu de temps pour agir. Lui, il voit qu'il a ses missiles, que ces missiles ne marchent pas, son radar est verrouillé sur cette grande cible et il se dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaie d'éviter cette cible ? Est-ce que je m'éjecte ? Parce qu'il pense même peut-être à s'éjecter pour éviter l'impact, ou est-ce qu'il essaie d'utiliser une de ses munitions pour détourner le missile ? Donc là, il y a quand même, Jafari dira que là, il est quand même en panique. Enfin voilà, là, il est dans une situation de crise. Il faut savoir que l'Iran des années 1970, on n'est pas encore sous le régime des ayatollahs, c'est le Shah. C'est le Shah qui veut réformer, régime, etc. Voilà. Et effectivement, quoi. Donc, on est quand même sur un régime politique assez stable oui. par rapport à ce qu'on va connaître par la suite. Et point important aussi, il faut savoir que dans ces années-là, les Américains ne sont pas que tolérés, ils sont complètement acceptés du régime iranien. Hein. Donc, et ça, on va voir que ça a une importance par la suite parce que les militaires américains vont être là. Donc Jafari se retrouve avec son appareil, il perd tous ses instruments, il n'a plus de radio, les indicateurs sur le cadran tournent aléatoirement et vraiment là, il se demande comment il va faire pour s'en sortir. Il indique que si l'objet qui semble être tiré par la structure s'approche de 6 km, il va devoir s'éjecter avant l'impact. Donc voilà, là on est vraiment dans une situation de panique. Il indique qu'il va faire un virage serré vers la gauche pour essayer d'éviter l'impact. Et une seconde plus tard, il va voir que l'objet n'y est plus. Donc ils vont le rechercher avec son copilote. Son copilote va dire attention, il est à 7 heures. Voilà, donc l'objet semble réapparaître un petit peu plus loin. Et tout ça va très 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 vite. Mais après quelques secondes, Jafari indique qu'un autre objet semble sortir de la structure qui commence à tourner autour d'eux. Et puis que le fait que cet objet tourne autour de l'avion semble vraiment encore plus dérégler l'ensemble des appareils de l'avion. Donc ils vont faire demi-tour, ils vont s'éloigner. Et là, miracle, eh bien, tous les systèmes électriques et électroniques semblent se remettre en route. Alors, il arrive à contacter le général Zouferi. Le général va lui dire reviens, on va pas aller plus loin. Et ils vont essayer de retourner, atterrir non pas à la base aérienne, mais directement à l'aéroport. Et il va voir qu'il y a cet objet qui semble le suivre dans sa manœuvre. Autre point important, lorsqu'ils vont réussir à s'approcher et presque atterrir, ils vont dire qu'un objet a semblé sortir de la structure et se poser au sol. Donc ils s'attendaient à une énorme explosion quand ils ont vu ça. Et puis en fait, rien du tout. Cette lumière semble ralentir et atterrir en douceur, produisant une lumière très brillante. Si brillante, dit-il, que j'ai pu voir les sables au sol très loin, jusqu'à 25 km environ. Voilà, donc il arrive quand même à atterrir. Il est bien sûr débriefé. Et ils se posent au poste de commandement, ils font le point avec la tour. Le radar n'a rien détecté. Voilà, cet objet, personne ne sait dire ce que c'est. Et la première action qu'il fait, c'est d'aller dans la pièce avec les généraux. Et là, dans cette pièce, il y a un militaire américain. C'est le colonel Olin Noy, qui est un officier de l'US Air Force, qui est attaché au groupe de conseil et d'assistance militaire américain, au poste à Téhéran. Il faut savoir que ce colonel américain a une importance parce qu'il va prendre des notes
sur tout ce qui s'est passé pendant cet incident. Et en fait, le cas va sortir par les notes du général Moy, parce que concrètement, l'armée va décider que le mémo qu'il a fait, qui s'appelle Memorandum from Record, n'est pas assez important pour être classifié. Et dès 2 mois après l'incident, eh bien, c'est la revue UFO Investigator qui va sortir. Alors UFO Investigator, c'est la revue du NICAP, le célèbre organisme NICAP, qui va sortir ce cas. Voilà. Donc ça, c'est dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Alors il faut savoir bien sûr que Jafari a pris un hélicoptère le matin pour voir sur la zone où l'objet aurait dû se cracher et faire un cratère, et en fait, rien n'apparaît. Donc là, on a un cas quand même assez intéressant avec multitude de témoins, des militaires qui s'engagent dans un combat, parce qu'encore une fois, Jafari était parti pour tirer sur l'objet, mais il n'a pas pu, il a été empêché. Alors, il y a plusieurs choses. Jafari, lui, changera jamais de version. Il est décédé il y a quelques mois, voire quelques années maintenant. Et c'est un cas, bien sûr, qui va être considéré par les ufologues comme quelque chose, un cas vraiment majeur. Il était venu témoigner d'ailleurs au National Press Club, je crois, exactement, voilà, à Washington, à Washington, oui. donc de son histoire. Alors là, on est face encore une fois à la suprématie extraterrestre, si on peut l'appeler ainsi. On montre que si c'est extraterrestre, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'en fait, on arrête les radars, on fait tout, le mec est désarmé, etc. Et puis on est quand même en situation de guerre, parce qu'il faut savoir que le mec, il est au manche d'un zinc, qui peut envoyer des missiles et des missiles, et que lui, il se retrouve désarmé. Vous imaginez le désaveu ou la solitude du pilote et de son copilote qui sont dans l'avion et qui se disent putain, mais c'est absolument incroyable, on a un truc qui vaut des millions de dollars, parce que ça vaut très cher l'avion de chasse, et on ne peut rien faire face à ça. Donc qu'est-ce qui s'en est dit finalement? La presse s'en est emparée, parce que là, bon, tu me dis que les Américains sont arrivés. Qu'est-ce qu'on a dit, la presse internationale? Est-ce que ça a été évoqué, ou est-ce que comme Roswell, c'est arrivé un peu après finalement? Non, concrètement, il y a cette sortie du NICAP, dans la revue du NICAP, et tu imagines que c'est une diffusion très restreinte, très limitée, et que lorsque ça sort, vraiment de spécialistes, et en plus, on n'est même pas à l'ère d'Internet, donc là, si tu reçois la revue, tu es au courant, si tu la reçois pas, tu sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Le cas va devenir un peu plus célèbre dans les années 80, parce que des ufologues vont faire une FOIA, c'est-à-dire vont demander au Pentagone de déclassifier certains documents, et là, le mémorandum va ressortir. Et souvent, pour les ufologues, le fait qu'un dossier soit classifié, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très solide. Bon, voilà, et ça va tout de suite dire, si les dossiers ont été classifiés, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose de très important qui s'est passé. Donc voilà, on a un vrai cas solide. Et bien sûr, tu t'imagines bien que les sceptiques vont s'emparer du cas pour essayer aussi d'apporter leur explication. Et je me suis aussi appuyé sur un article de Skeptoid, qui est un célèbre journal sceptique américain, un article de 2012 qui va essayer de démonter point par point ce cas, mais on se rend compte que même si certains arguments sont intéressants, bien mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Alors, rien n'est impossible, c'est évident, mais enfin voilà, ça rend le cas quand même assez intriguant et assez croustillant. C'est-à-dire qu'on a la sensation, soit c'est effectivement une succession de hasards et de malchance pour le pilote, et ça peut effectivement arriver. Donc voilà, des réactions en chaîne. Mais là, on a quand même eu des pilotes avant qui ont décollé, on a quand même quelqu'un au sol qui a vu des choses, on a ce radar, ce pilote qui voit sur son radar quelque chose, il le voit à 40 km dans le ciel, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire que quand c'est gros, ça se voit, donc voilà, il voit des lumières dans tous les sens. C'est pour ça que quand on voit le ciel de Téhéran et qu'on voit Jupiter, etc., effectivement, tu peux très bien être pris au dépourvu, mais ce sont des gens quand même qui sont aguerris. C'est-à-dire que autant moi, je peux remonter dans un avion et je peux voir moi, je vous rappelle que bourré, j'ai cru qu'un réverbère était un ovni. Donc, vous voyez, donc voilà. Mais j'étais bourré. Donc, voilà. Mais quoi qu'il en soit, quand on n'est pas professionnel Et puis il y a certains détails quand même. Voilà, il y a quand même, ils ont des choses. Cet objet qui tombe sur le sol et il voit à 25 km tout le territoire alentour éclairé, c'est quand même assez étonnant. Donc, il va y avoir des débuts d'explication quand même, des choses assez intéressantes, honnêtement, on ne peut pas les écarter d'un revers de main, c'est évident. Par exemple, sur le fait que les documents soient classifiés et qu'ils sortent
dans le cadre d'une loi FOIA en 1980, eh bien, c'est assez explicable puisqu'il faut savoir que le mémo de Moy avait été un petit peu romancé dans une version romancée et était sorti dans une revue, mais qui était une revue spécialisée et classifiée quelque part pour les Américains, pour les militaires américains. Donc il a fallu la déclassifier et l'argument de déclassification, donc de documents classifiés, perd un petit peu de son sens. Sur le vaisseau mère, encore une fois, bah là c'est Klass, hein, le journaliste Philippe Klass, qui est un célèbre débunker américain, qui va dire on ne peut pas oublier, ou en tout cas on ne peut pas mettre de côté que Jupiter était quand même dans le ciel ce soir-là. Oui, c'est vrai. C'est évident, et là-dessus, il a raison. Philippe Klass est abonné à ce genre de choses, parce que moi j'ai ses bouquins, j'ai ses 3 bouquins, et c'est tout le temps Jupiter, pour tout. Hein, Bah, non, mais en après, fait, il peut y avoir méprise, mais de la part de professionnels du ciel, quand même, qui sont. Je vous rappellerai toujours, quand même, moi, pour la vague du 5 novembre 1990, Jean-Pierre Agnuret, qui est un astronaute, qui dit moi, j'ai vu quelque chose, pourtant j'ai l'habitude du ciel, que je ne sais pas nommer, que je ne sais pas référencer. Donc, quand on est face à des gens qui, quand même, ont l'habitude de voler. Les airs, pour eux, c'est comme nous, l'autoroute, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils connaissent bien. Et que eux. Enfin, j'ai du mal à croire qu'un pilote de chasse puisse confondre Jupiter quand même avec un. Moi, je peux te donner juste mon petit témoignage. Je suis fils d'un colonel et j'ai grandi au milieu des pilotes. Et je peux te dire que ça parlait. C'est ma petite expérience à moi, c'est qu'il connaissait parfaitement les astres. C'est mon père qui m'a appris à lire les étoiles, à reconnaître les astres et ces pilotes. Donc, moi, j'ai grandi au milieu de pilotes qui connaissaient parfaitement, et avec un papa qui connaissait parfaitement les étoiles et les astres, vraiment. Pascal, on a fait le tour de cette histoire, ou on a encore des choses ? Je veux juste brosser très rapidement quand même je dirais les arguments des sceptiques sur cette enquête. Alors, encore une fois, Jupiter, c'est là. Les sceptiques vont dire que, de toute façon, cette base militaire aérienne était connue pour ne pas être très pointue sur la maintenance des avions. Donc, ces avions tombaient souvent en panne de façon électrique, électronique. Donc, les gars, c'était pas... Mais là, il y a un petit côté quand même Occident contre Orient. Hein, si on prend comme ça, c'est bon, les gars, ils savent pas bosser, on leur donne des avions, ils savent pas quoi en faire. C'est limite. Ils vont dire aussi que les pilotes, bah non, mais c'est vrai, mais il y a un petit peu raciste, quoi, on va dire les choses. Oui, mais il y a de ça derrière, en fait, c'est bon, quoi. Ils connaissent rien. Il y a un peu de ça. On est américains. Donc, grosso modo, les avions, ils savaient pas faire de maintenance sur les avions, donc c'est normal que ça tombe en panne. Concernant l'expérience des pilotes, et ça c'est important, ils vont dire, en fait, les pilotes iraniens sortaient très peu de nuit. Donc, en fait, ils se sont peut-être fait tout simplement avoir parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des astres. Et la panique a fait que, ils ont peut-être confondu des choses. Après, on a vu des cas de figure où des pilotes civils confondaient des astres avec autre chose. Donc, voilà. Et puis, on a même vu des accidents où le pilote ne sait plus où est puisque les appareils tombent en panne, ne sait plus où est le ciel et des catastrophes. Hein. Maintenant, quoi qu'il en soit, sur les missiles aussi, sur les missiles OVNI. Ça explique pas quand même le désarmement, enfin la déconnexion de tout cela. Quand même. Et Pascal, comment ils ont expliqué la signature radar de l'avion ? Alors la signature radar, ça rentre dans le même cas. C'est le radar était tout pourri, donc en fait il a il était tout cassé. Donc soit il était défectueux, soit il a capté un appareil qui était peut-être dans le ciel, mais qui était peut-être un MiG russe ou autre. Et puis il y a ces missiles, il y a ces fameux missiles dont on parlera Jafari. Et là, on va indiquer que c'est une période de l'année où il y a souvent des météorites qui passent dans le ciel, et qu'à ce jour-là, il pouvait tout à fait y avoir des météorites, une pluie de météorites qui soit rentrée dans le ciel iranien, et que tout cet ensemble de coïncidences ont transformé ce cas en quelque chose d'extraordinaire. Alors on va être clair, c'est quand même mis bout à bout. Ça rappelle quand même. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait un peu beaucoup de coïncidences, mais ça rappelle le 5 novembre 90 où on t'a dit non, c'est les rentrées historiques, il y avait un satellite quand même. Enfin, on a tout mélangé, on a fait un globi-boulga tout cela, et on s'est dit voilà, on va vous donner une explication, comme ça vous allez pouvoir dormir tranquille. Voilà, moi le seul truc que l'on soit iranien, je sais pas, américain, anglais ou ce que tu veux,
quand tu donnes le manche d'un avion de chasse à quelqu'un, c'est que le mec est capé quand même. Il ne faut pas le prendre pour un abruti. C'est-à-dire que le mec, voilà, je ne sais pas si vous êtes, ne serait-ce qu'à l'arrêt, monté dans un avion de chasse, tu n'as pas envie qu'il démarre. Tu te dis. Mais Bob, ouais. tu sais que Alex Dietrich a connu aussi quand même cette stigmatisation, puisque lorsqu'elle fait la rencontre du Nimitz avec David Fravor, elle c'est une jeune pilote, hein, et en plus c'est une femme, et le fait de décrire quelque chose de très inhabituel va lui faire subir quand même beaucoup de colibés de ses collègues masculins et plus capés. Pascal, c'est d'autant plus parce que c'est une femme. En plus. Ouais. Aussi, non, mais voilà, complètement. Jeune, Absolument. inexpérimentée, en tout cas, c'était parmi ses premières missions, et femme. Bon, bah là, c'est sûr qu'elle a dû s'en prendre plein la tronche, la pauvre. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire, hein, en gros, Pascal, sur ce cas de cette année 1976 et le fameux cas Téhéran. Si vous voulez pousser l'investigation, il y a beaucoup d'infos, il y a des bouquins qui sont incroyables. Pascal en a parlé un petit peu. On va parler dans quelques instants d'une ville qui s'appelle Conway, en Caroline du Sud, où le 29 janvier 1953, il s'est passé quelque chose avec un certain Lloyd Booth, voilà, on verra de tous les cas. Il y a le the anglais, voilà. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que hier, nous devions vous proposer cette masterclass et pour des raisons techniques, nous avons eu encore quelques soucis. En ce moment, on est marabouté, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dû nous balancer des choses, mais voilà, elle est reportée au 27 juin. Apprenez à vous libérer des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Françoise Nallet est quelqu'un d'extraordinaire et elle fait une lecture de ces mémoires karmiques et transgénérationnelles qui sont absolument qui est absolument incroyable. Et surtout, alors, si vous étiez, parce qu'il y avait déjà 2000 personnes ou 2200 personnes inscrites, si vous étiez inscrit, c'est reporté à la semaine prochaine. Vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. En revanche, les autres, on va mettre le lien. Si vous aviez loupé la première session, eh bien, celle qui arrive là, c'est donc mardi prochain, le 27. Alors, vous arrivez peut-être, il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, les garçons, vous êtes très aimés. Quel orateur, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Enfin, voilà, mes légionnaires à moi. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on ne peut pas saluer tout le monde, mais merci d'être là parce que sans vous, bien évidemment, BTLV n'existe pas. Profitez-en pour partager ces lives, pour dire qu'ils existent et ainsi vous nous ferez un peu de publicité. Alors, je vous dis ça parce que, bien sûr, les abonnés de BTLV ont droit à des émissions absolument incroyables et j'en veux pour preuve celle d'Emmanuel Johnson que l'on a postée vendredi. Elle se souvient de son premier voyage astral. Écoutez, je sais que ça vous fascine. Bien 10 ans que j'ai fait ça, ma première sortie astrale, et je faisais une sieste en plein après-midi, et je me suis trouvée debout à côté de mon corps endormi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je suis morte lamentablement comme ça sur le canapé, si jeune, c'est triste. Et en fait, on n'a pas vraiment de peur, on peut se mouvoir. Au moment de l'endormissement, il y a une phase de décorporation qui est tout à fait naturelle. Donc il y a une décorporation entre le corps physique et le corps éthérique. Ça permet au corps physique d'être à l'état de repos et puis au corps éthérique de modifier aussi l'état de la conscience et de pouvoir un peu voguer sur d'autres plans. Donc on le fait tous. La difficulté du voyage astral, c'est de s'en souvenir. Dans l'Égypte antique, c'était tout à fait commun dans ce qu'on appelait à l'époque l'école des mystères, de pratiquer le voyage astral. Ça se faisait aussi chez les Grecs, c'était pas du tout tabou. Ça s'est fait chez nous jusque la période de la Renaissance où là ça a été qualifié d'hérésie, mais jusque-là on avait saint Antoine de Padoue par exemple qui était très connu pour ses capacités de bilocation, qu'on appelait la bilocation à l'époque. Il y a le Padre Pio aussi dans la tradition judéo-chrétienne. Comprendre et expérimenter le voyage astral avec Emmanuel Johnson, c'est une très très belle émission qui est à votre disposition, bien sûr, si vous êtes abonné. À propos, il y a justement Cédric qui me dit, je crois que c'est Cédric ou quelqu'un me dit, une appli pour Android, pour BTLV, c'est Cosmo Dreamco. On n'a pas encore assez d'abonnés pour vous offrir une appli qui serait à la hauteur de ce que vous attendez. Et en attendant, je vais vous dire une chose, ça ne sert plus à rien aujourd'hui puisque vous avez le site mobile que vous pouvez télécharger, que ce soit sur iPhone ou Android, et vous aurez l'icône comme n'importe quelle appli. Et en plus, on ne sera pas là pour vous emmerder avec les notifications et vous aurez accès à toutes les émissions de BTLV. Je crois qu'il y a des tutos d'ailleurs sur la homepage de btlv.fr. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités.
Oui, même si l'alien, là, il ne veut pas qu'on parle. Hein. Donc on a bien vu qu'il était quand même le doigt sur la bouche, le doigt sur la couture. Le secret est essentiel. Voilà, le secret est essentiel. Eh bien, ce soir, on lève le voile sur ce secret. Avec Egon, on est très en retard déjà, il est 19h58. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tout raconter. Mais ce sera peut-être l'objet d'une autre émission et d'un autre direct. Absolument. Parce que je pense que ça vous plaît énormément, hein, ces cas bien précis. On va partir donc en Caroline du Sud, le 29 janvier 1953. Absolument. Alors, ce troisième cas, c'est un de mes préférés. Et il a jamais franchi en fait l'Atlantique, mais je l'adore. Voilà. Ça s'est déroulé le 29 janvier 1953 à Conway, l'une des plus anciennes agglomérations de Caroline du Sud, aux États-Unis. Là, on a un témoin. Il a 29 ans, c'est un ancien militaire. Il s'appelle Lloyd Booth. Et il tient désormais, après avoir quitté l'armée, une boutique et station-service sur la voie rapide 701. Alors ce soir-là, il est 23h35 et après une longue journée de travail, Lloyd regagne la propriété de ses parents. Et lorsqu'il arrive, tout le monde dort, mais son repas, heureusement, comme chaque soir, l'attend sur la table de la cuisine. Alors pour se relaxer, Lloyd va tenter de lire le journal du jour, mais en fait il est très préoccupé parce que la veille, une de ses vaches a péri de façon mystérieuse et l'animal ne présentait aucun signe de maladie. Encore plus inquiétant, ces derniers jours, 20 vaches sont mortes dans le pays. Et il n'y a pas que des vaches. Il y a aussi un grand nombre de porcs qui décèdent en masse, et cela toujours de façon inexplicable. On parle vaguement d'un empoisonnement dont on n'arrive pas à déterminer l'origine, et c'est pour cela que Lloyd se pose bien des questions ce soir-là. Bon, en attendant, c'est une belle nuit, la nuit est claire, la lune diffuse une belle lumière laiteuse sur le paysage alentour. Et Bob, notre Lloyd, profite de ce grand moment de calme et il décide de se faire une tasse de café. Et à l'instant précis où il pose la bouilloire sur le réchaud, brisant le silence de la nuit, l'une des mules se met soudain à braire dans l'étable toute proche. Et voilà ce que va raconter Lloyd. Sur le coup, dit-il, je ne me suis pas vraiment inquiété, mais je sais que c'est une bête plutôt nerveuse, facilement impressionnable. Mais lorsque la seconde mule, une bête en revanche toujours calme et que rien n'effraie, s'est également mise à braire, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Alors, Lloyd va jeter un œil à l'extérieur, rien à signaler, mais à cet instant, dans la basse-cour, poules et canards se mettent également à mener un sacré tintamarre. Et Lloyd va nous raconter la suite. Il dit, toute la journée, je me suis répété que ma vache avait été tuée par un rôdeur. Était-il de retour? Je suis alors sorti précipitamment dans la cour, armé de mon revolver, un Harrison et Richards calibre 22. Dans la cour, Bob, toujours rien à signaler, personne aux alentours, et pourtant les animaux de la ferme sont de plus en plus agités. Il se passe quelque chose de bizarre ce soir-là. Tu m'étonnes. C'est alors, nous raconte Lloyd, que j'ai levé les yeux, et j'ai aperçu l'objet. Il me faisait face, il planait à 3 mètres au-dessus des arbres, il avançait très lentement, survolant la clairière. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Et face à tant d'étrangeté, je me suis senti terriblement insignifiant. Surtout que, tel un dirigeable, l'objet s'approche lentement de Lloyd, et selon le témoin, l'objet progresse à la vitesse d'un homme qui marche, c'est-à-dire très lentement. Très lentement. Très lentement. Ouais. Je le voyais distinctement, nous explique encore Lloyd, et je percevais son doux bourdonnement. Il était d'un gris très léger et éclairé de l'intérieur. J'ai hésité à employer le terme de soucoupe volante, pourtant je l'ai prononcé malgré moi, dans un souffle. J'adore ça. Alors, voulant partager cet incroyable spectacle, Lloyd tente de réveiller la famille, et il a beau appeler, à s'en briser la voix, mais rien n'y fait, ils dorment tous d'un sommeil de plomb. Et là, il précise encore... Alors j'ai serré mon revolver dans ma main, dit-il, et j'ai détaillé cet engin qui planait au-dessus de moi. Il ressemblait à un œuf coupé en deux. Il mesurait 7 mètres de long sur 4 mètres de large. Son fuselage était parfaitement profilé. À l'avant, j'ai distingué une structure en verre comme un cockpit, mais pas du tout bombée comme ceux de nos avions. Il n'y avait rien, ni personne à l'intérieur. À l'arrière, j'ai aperçu un second cockpit et une lumière filtrée à travers une sorte de verre teinté opaque. Donc Lloyd regarde cet objet, il est complètement fasciné, l'objet est complètement lisse, il n'y a aucune inscription sur sa carlingue, il émet, on a vu un léger bourdonnement, et même à sa base, il distingue une ouverture d'où dépasse un élément semi-circulaire, visiblement la partie apparente d'une grosse roue. Alors il se pose une question, il dit est-ce que c'est un train d'atterrissage, mais difficile d'affirmer, parce que c'est plutôt, on va dire, inédit en matière d'aéronautique.
Et puis l'objet semble disposer d'aucun équipement de propulsion d'échappement et tout en se déplaçant, il n'émet aucune vapeur. Il ne faut pas oublier, hein, dans les années 50. Et ça, c'est intéressant. Et ce n'est pas un hasard, précise Lloyd, si j'ai noté tant de détails, parce que l'armée a dépensé pas mal d'argent pour me former et m'intégrer dans une unité antiaérienne. De plus, on m'a appris à reconnaître n'importe quel type d'avion, et c'est une chose qui ne s'oublie pas. J'ai volé sur hélicoptère, j'ai vu toutes sortes de dirigeables, de chasseurs et d'avions civils, et mon intérêt pour l'aéronautique n'a jamais cessé, même après la guerre. Malgré cela, aujourd'hui, je suis incapable d'identifier l'engin bizarre qui m'a survolé cette nuit de janvier. Voilà. Alors en attendant, hein, l'objet survole Lloyd. Lloyd presse le pas. Il essaie de devancer l'objet. Il file dans une clairière, mais arrivé dans cette clairière, il y a une barrière. Et au-delà, il y a des marécages. Donc Lloyd ne peut plus avancer. Il peut y aller, quoi. Hein. Et voilà ce qu'il raconte. Il dit, à ce moment-là, face à cette barrière, j'ai compris que je ne pouvais plus avancer. Alors, lorsque l'objet m'a survolé, j'ai levé mon arme et j'ai tiré. J'ai entendu la balle frapper la carlingue avec un bruit métallique. Ça a fait ping. Elle a rebondi. Donc il y a du solide. Il y a du solide. J'ai attendu, j'ai tiré une seconde fois, mais là, je n'ai rien entendu car l'engin s'est mis à rugir, à émettre un son strident de moteur électrique, puis s'inclinant selon un angle de 60 degrés, il a disparu à une vitesse vertigineuse. C'était comme s'il s'était désintégré sur place. C'est-à-dire qu'il a disparu en un éclair. Voilà, alors extrêmement troublé, Lloyd va regagner la ferme. Alerté par les coups de feu, on sait que la famille est debout, inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Lloyd va raconter comme il peut, en bégayant ce qu'il vient de vivre. Et après concertation, le père, la mère et le frère décident que cela doit rester confidentiel. On sait très bien ce qu'il advient généralement aux témoins d'OVNI. Moquerie et harcèlement sont généralement, Bob, le prix rude à payer. Voilà. Mais ça pourrait s'arrêter là. Seulement quelques jours plus tard, Lloyd va rendre visite à Ewell Jones, un ami qui vit tout près. Ewell est un pasteur baptiste et les deux hommes se connaissent depuis toujours. Et Lloyd raconte sa mésaventure en détail. Et son ami le pasteur le croit sur parole, mais hélas, titillé par le besoin de parler, il va ébruiter l'affaire autour de lui. Et c'est comme ça que cet événement va faire la une des journaux. Alors on va regarder un document. Là, je vous ai trouvé. Alors, je vous ai fait une petite carte là pour vous montrer en gros où ça s'est passé. On repère. Et je vous ai trouvé donc le premier papier du Columbia State, daté du 8 février 1953, sur lequel on peut lire: il a observé et tiré sur une soucoupe volante. En bas, vous avez un petit portrait de Lloyd, voilà, et on voit Lloyd parmi ses amis en train de raconter son étrange mésaventure. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'à cette époque, c'est-à-dire que la presse pouvait s'occuper de ou se prend à bras le corps un tel sujet et puis en faire l'écho. Il y a un côté un peu grandiloquent, il a tiré sur une soucoupe volante, mais quoi qu'il en soit, on parlait quand même de tout cela. Alors ce qui est important aussi, c'est que c'est la première fois que publiquement on avoue que quelqu'un a tiré sur un objet volant non identifié. Absolument, en fait, c'est la première fois. Une soucoupe volante, en fait. Parce qu'on sait, en 52, j'expliquais, l'ordre avait été donné, mais ça on l'a su que beaucoup plus tard au pilote. Et là, c'est la première fois que le public prend conscience qu'on peut tirer sur un objet, que ça fait ping. Donc voilà. Alors, on a vu ce papier. Évidemment, Lloyd et sa famille vont le payer très cher. Une foule de curieux va se presser aux portes de la ferme. Le débat est lancé. Il y a les pour, les contre, comme d'habitude. Alors, les plus sceptiques rivalisent d'hypothèses, et notamment C.W. Hall, de l'autorité de l'aviation civile, qui lui va dire: c'est simple, j'ai compris ce qui s'est passé. Le témoin a tiré sur un dirigeable de la Navy qui effectuait ce soir-là un vol entre Georgia et la base aérienne de Caroline du Nord. D'ailleurs, à cause des vents violents, ce dirigeable volait bas. Et suite au coup de feu de Lloyd, l'équipage a dû fuir rapidement pour se mettre à l'abri. Quand Lloyd entend ça, il rentre dans une colère, colère. J'imagine, quoi. Il contre-attaque en disant: c'est absurde. J'ai déjà volé dans un dirigeable et je sais parfaitement en reconnaître un. Mon observation a duré près de 30 minutes. La nuit était très claire, donc impossible de commettre une erreur si grossière. Et que je sache, les gars de la Navy en Caroline du Nord n'ont jamais rapporté qu'un de leurs dirigeables présentait un impact de balle. Autre détail important, on prétend que ce soir-là, l'engin de la Navy volait selon un axe sud-ouest-nord-ouest. L'engin que j'ai vu, moi, se dirigeait résolument vers l'ouest et il a maintenu son cap. De plus, il est parti à une vitesse d'environ 1000 km/h. Je suis désolé, mais je n'ai jamais vu un dirigeable aller si vite. Voilà. Alors, il va y avoir une enquête. La presse va se pencher sur le cas de Lloyd. On va découvrir que dans sa région, Lloyd est décrit comme un
chrétien très honnête, il est très très fervent. J'ai connu Lloyd toute ma vie, déclare le révérend John. C'est un bon chrétien et quand il dit qu'il a vu quelque chose, il ne ment pas. Cela est confirmé par les voisins qui déclarent à la presse « Lloyd Booth est de bonne moralité, c'est un homme honnête, je ne l'ai jamais entendu inventer quoi que ce soit ». Le quotidien The Field témoigne également de l'honnêteté du témoin. J'ai retrouvé plein de papiers. On peut lire dans The Field, Booth est membre de l'église méthodiste Poplar. Il est d'un caractère extrêmement loyal, il est très estimé là où il vit, il ne fait aucun doute pour ceux qui le connaissent, y compris pour les pasteurs, qu'il est totalement fiable et d'une grande intégrité morale. Ce qu'il a vu n'est pas un cadular. Et même la presse plutôt technique, le Journal of Space Flight, sous la plume de H.B. Ketchum, écrit, après enquête, « Mon opinion, fondée sur la personnalité de M. Booth, sa façon de raconter l'histoire et de répondre aux questions, est que tout cela n'est pas un canular. Il semble que l'homme ait bien vu un engin étrange, d'un design totalement inconnu et doté d'un moyen de propulsion inédit mais puissant. Alors évidemment, ça a fait un énorme remous, et suite à ça, est intervenu l'Air Force. Ah. Et oui, parce que elle était quand même pas loin. Elle donc était voilà. pas loin. Elle avait toujours l'œil ouvert voilà, et le bon œil ça, ouvert, donc, en disant, et l'oreille tendue. La truffe humide et le poil soyeux. C'est ça. Et c'est justement le lieutenant Flouze, au poil soyeux, du bureau de l'ATIC à Wright-Patterson, le service du renseignement technique de l'Air Force, qui expédie aussitôt à la base de l'armée de l'air la plus proche de Conway un téléx pour ouvrir une enquête. Donc une enquête est menée. Quand même. Hein, on dépêche des experts militaires et à l'arrivée, on ne sait pas trop quoi faire de cette histoire. Hein. Alors le célèbre projet Blue Book va dire, bon, écoutez, on va classer ça dans nos dossiers et comme il faut mettre quelque chose, ils hésitent, ils vont dire, bon allez, observation d'un dirigeable de la Navy. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, Bob, c'est qu'un des enquêteurs militaires principaux a quand même noté il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. C'est pas cohérent. Parce que les habitants déjà de cette région sont bouleversés par la mort de leurs bovins. Ils déclarent que chaque fois qu'on aperçoit l'un de ces objets, dans les 24 heures qui suivent, plusieurs vaches des environs sont retrouvées mortes. Par contre, on ne sait pas si, comme on le voit aujourd'hui, par exemple avec les mutilations animales, est-ce que ces bovins ont été vidés de leur sang, on sait pas. Chirurgicalement empoisonnés, visiblement empoisonnés. Pas plus que ça, mais il n'y a pas comme aujourd'hui, tu vois, à chaque fois une mutilation. Voilà, le truc c'est que il meurt absolument pas de maladie parce que les légistes, les vétérinaires légistes disent qu'il ne présente on ne sait pas de quoi elles sont mortes, quoi, ces bêtes. Non, on ne sait pas. D'accord. C'est visiblement un empoisonnement, mais on ne sait pas. Un empoisonnement de quoi? Point d'interrogation. Quelque chose a été extrêmement létal, dommageable pour parce qu'à chaque fois qu'on évoque une multitude d'animaux qui sont assassinés, souvent on dit des gens ont vu des lumières avant, etc. Alors on peut peut-être faire beaucoup de raccourcis, hein, mais c'est vrai que... Et alors ce qui est notable souvent, c'est que c'est souvent chirurgicalement incroyable, parce qu'on a la sensation que c'est fait par les médecins. C'est au laser. Ouais, c'est ça. Donc, et pour terminer donc sur le cas, donc justement dans les dossiers de l'Air Force, dernier détail, il est intéressant de préciser que durant cet hiver 53, une dizaine d'observations d'objets volants non identifiés ont été rapportées dans les environs de Conway, notamment à Myrtle Beach et à Marion. Et les témoignages se sont succédés. On rapporte même qu'un pilote militaire aux commandes de son jet a poursuivi un ovni le long de la côte toute proche. Cela a conforté Lloyd Booth, qui, imperturbable, a conclu, en lisant, « Bien des personnes savent désormais que les ovnis sont parmi nous, et moi, je le sais mieux que quiconque, parce que moi, j'ai tiré sur l'un d'eux. » Ouais. Voilà, on va regarder le dernier document. Je vous ai trouvé, c'est le Mail Magazine, qui était une institution de la presse masculine d'époque, hein, daté de septembre 53, a consacré un énorme article de plus de 4 pages au cas de Lloyd Booth. Et je vous ai fait le montage, donc vous avez la couverture, et avec, à côté, on a les pages de garde de l'article, sur lesquelles on peut lire « J'ai tiré sur une soucoupe volante », et en haut, j'ai regardé en arrière, je l'ai vu s'approcher, il m'a à nouveau survolé, j'ai levé mon bras, visé cet objet à l'aide de mon revolver, et j'ai fait feu. Voilà, j'adore cette histoire, c'est une histoire absolument magnifique, qui a été pratiquement jamais abordée en France, en fait, en mythologie. Pascal, il y a un truc qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est la foi du témoin. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui revient tout le temps, et c'est pour ça que je suis très touché à chaque fois qu'on fait une libre antenne et que les gens viennent se livrer quand même. Que leur histoire soit vraie ou fausse, qu'elle puisse être prouvée ou démontée ou débunkée, ce que l'on veut, c'est que le témoignage, il est très important. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, le témoin, lui, sait ce qu'il a vu. C'est pour ça que je dis souvent, attention, votre vérité
n'est pas forcément Alors, ce qui est intéressant dans ce la cas, sienne. justement, c'est qu'il est conscient, et la famille est consciente qu'il ne faut pas parler. Ouais. Parce qu'ils savent qu'il y a eu des cas précédents, ne serait-ce que Kenneth Arnold, le Bien sûr, pauvre, bien sûr. en Il s'est 47. fait railler, moquer, ça a etc. été... donc, ils ont décidé de se taire en disant, c'est-à-dire on ne peut pas les accuser d'avoir fait une fanfaronnade pour attirer l'attention. C'est le copain, le pasteur Baptiste, qui a craché le morceau, qui a craché la Valda, et il aurait mieux fait de se taire, parce qu'ils l'ont payé très cher. Ouais. C'est-à-dire que insulte, la ferme envahie, enfin, ils l'ont payé vraiment très très cher. C'est là-dessus, Pascal, aussi, on peut s'arrêter 2 secondes. C'est quelle mouche pique les témoins pour que des gens anonymes sortent de l'anonymat au point de se faire bousculer, railler, malmener, parfois même quitter par femmes, enfants, conjoints, etc. Ces gens ont vu quelque chose. Je me souviendrai toujours je crois que c'était John Mack qui disait « Je ne sais pas ce que les gens ont vécu, mais en tout cas, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. » Voilà, il y a eu quelque chose qui les a bouleversés quand il parlait des gens qui disaient avoir été abductés. Là, on en est là, Pascal. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui ont vu quelque chose. La plus grande difficulté quand on enquête sur le dossier, finalement, c'est comment appréhender le témoin sans le brusquer, parce que lui, il est persuadé de ce qu'il a vu. Ouais, ça c'est quelque chose que je dis souvent et je pense qu'il est mal compris. Quand je dis que le témoignage n'est pas suffisant, ça ne veut pas dire que le témoin est fou, farfelu ou menteur. Souvent les témoins ont vraiment cette conviction qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être le cas, peut-être pas. Mais voilà, la difficulté est là de vraiment comprendre ce qu'a vu le témoin. Et de ne pas quelque part le brusquer ou le froisser en disant ouais mais vous êtes peut-être trompé. C'est un équilibre vraiment difficile à trouver avec le témoin, je trouve. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très particulier, hein, le témoignage. On en a fini avec ce cas ou il se passe des choses encore? Non, on a fini avec ce cas. Magnifique. Moi, j'adore les histoires comme celle-ci parce que on a la sensation, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'il n'y en a plus des histoires comme ça. Qu'on a la sensation que ça appartient au passé, en fait. Mais ce que tu disais de façon très judicieuse, c'est que je crois que c'est aussi le traitement des médias qui a changé. À l'époque, il y avait une sorte de naïveté, magnifique, c'est pas du tout péjoratif, mais il y avait un peu de légèreté. Oui, d'émerveillement, on s'émerveillait. Et je dis toujours, il faut toujours s'émerveiller, parce que l'émerveillement est toujours le premier pas de toute démarche scientifique. Aujourd'hui, on est face à un lynchage médiatique, hein, dès qu'on vit quelque chose de particulier, d'exogène. Alors que ce soit par les médias mainstream qui nous montent du doigt en disant « ouais, l'autre il est fou, il croit aux ovnis », etc. Ou alors sur les réseaux sociaux, où quand on essaie d'être rationnel, on en prend un peu plein la gueule. En fait, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, hein, ce sujet. Bon, on va continuer à en parler. Juste pour terminer un truc, quand je parle d'émerveillement, je ne dis pas qu'il faut être naïf. Le seul truc, c'est que ces rapports qui sont quelque part, qui réenchantent notre quotidien, lorsqu'on se penche sur ces rapports, ce sont des millions de rapports. Donc au bout d'un moment, on peut se dire qu'il y a quelque chose de sériel dans tout ça. Voilà. Il ne faut pas les prendre simplement à la légère, en se disant, bon, ce sont des calandres d'aine. Il se dégage de ça quelque chose qui doit interpeller, sur lequel il faut se pencher, et même de façon totalement scientifique et rigoureuse. Il n'y a pas que de la galéjade, comme on dit dans le Midi chez toi. Voilà. Alors, tiens, on va dans un instant parler des militaires argentins qui, en 1968, ont été eux aussi confrontés à ce dossier OVNI. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que nous sommes partenaires d'un magazine qui marche très bien. Et grâce à BTLV, il est moins cher. Le nouveau magazine Infinité explore les univers invisibles. Dans ce numéro 1, découvrez les expériences de mort imminente, voyage aux confins de la conscience. Psychologie, développement personnel, âge clandestin, résilience, énergie subtile, plongez dans l'aventure spirituelle et découvrez un monde de sagesse et de profondeur intérieure. Le premier numéro d'Infinité est actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Profitez de l'abonnement exceptionnel en partenariat avec BTLV au prix de 29,90 € au lieu de 51,60 €. Infinité, le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles. Magnifique, bien sûr, ce magazine que vous pouvez vous procurer, hein, et effectivement, il est à moindre coût grâce à BTLV. On y collabore et il y a beaucoup de journalistes de talent qui, justement, viennent travailler à partir des éléments de BTLV, mais aussi qui vous
propose, on en a fait souvent écho, des dossiers absolument incroyables. Pascal, avant d'entamer le dernier sujet de ces militaires, quand on parlait de ces cas, c'est-à-dire qu'on a l'armée, on a le machin, finalement, ce que l'on vit aujourd'hui depuis 2004 et puis depuis 2017 et cette explosion de l'information, ça revient un peu à ça, c'est-à-dire qu'on a juste peut-être un peu plus de connaissance de ce sujet. À l'époque, ils étaient un peu verts, alors qu'aujourd'hui, on est un peu plus mûr, quoi qu'il en soit. On est quand même face à des Américains qui n'ont toujours pas identifié ce qu'étaient ces objets. On a fait un pas de géant depuis 2017, et ça, il faut quand même reconnaître le mérite d'Elizondo, de Mullen, qui ont vraiment poussé le dossier. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, on le voit avec le témoignage de David Grudge, de gens comme ça, c'est vers quelle divulgation allons-nous ? Est-ce que les Américains ont des vaisseaux extraterrestres ? Est-ce qu'ils ont des corps extraterrestres ? Ou c'est tout simplement une capacité à cacher une technologie en la noyant d'ailleurs avec des partenariats avec des entreprises privées qui vont dire ouais mais ça c'est notre technologie donc on n'a rien à dire au public, c'est à nous, ça nous appartient. Voilà, et là je trouve qu'on a une espèce de croisée des chemins qui est très intéressante mais qui est aussi très clivante parce qu'on voit qu'en ce moment quand même dans le monde ufologique ça charcle pas mal quand même. Mais moi je trouve ça, moi je veux dire en 10 ans c'est-à-dire que moi j'ai longtemps joué au foot, il y a moins de tacles au football que dans l'ufologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au niveau de la jugulaire, le tacle, si tu veux. Donc il y a du carton. Là, c'est rollerball, là, maintenant. Et puis ce qui est fou, c'est qu'on a la sensation quand même que tout le monde a raison. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est son précaré et tout le monde dit non, là c'est moi qui ai raison, là je sais, les galactiques ils existent, non, les ovnis non, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en sortira de ce sujet. Et je me demande même si tout cela ne fait pas le jeu finalement d'une certaine une militarisation qui dit mais laissons-les parler, voilà, ils s'amusent, ça fait un peu de bruit et nous avançons. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu particulier. Bon, on va finir avec une belle histoire qui va nous ramener en 1968 en Argentine, en juillet 1968, Egon. Oui, c'est le 25 juillet 1968, alors là c'est la 4e dimension. Là. Ce qui est intéressant déjà de noter, c'est qu'effectivement l'Amérique du Sud a une autre approche du phénomène, ils sont beaucoup plus décontractés. Ah oui, ça c'est sûr. Ils sont presque un peu un peu trop parfois. Presque un peu trop parfois. Parce que tu prends le journal de 20h, ils ont aucun problème. Ils ont un truc dans le ciel, bien le il est là, ils sont là. Quoi, et d'ailleurs, ce cas a été, énormément médiatisé, rapporté dans le célèbre quotidien argentin La Razón du 26 juillet 68, dans le journal El Popular de Mar del Plata, et en fait El Comercio, le grand journal péruvien de Lima du 27 juillet 68. On a aussi le rapport militaire. Enfin bon, voilà. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il faut donc remonter le temps, retourner en juillet 68, et ce 25 juillet, il est 2h du matin. Et alors, on a là une patrouille du régiment militaire local, dont 2 ou 3 de la police militaire, en fait. Et tout ça est chapeauté par un caporal de l'armée qui est en charge d'une prospection. Pourquoi une prospection ? Parce que ces hommes sont dépêchés pour inspecter une vaste zone près du ruisseau Tapalqué, qui est depuis un moment éclairée par une lumière intense. Et évidemment, cette espèce d'éclairage bizarre inquiète un peu les riverains. Qu'est-ce qui se passe ? Alors que nos militaires entassés dans une jeep s'approchent de l'endroit en question, ils perçoivent d'abord une sorte de bourdonnement qui peu à peu devient assourdissant, assez gênant. Et puis, plus ils avancent, et en levant les yeux, coup de théâtre, ils vont découvrir, sidérés, qu'un engin ovale et plat plane à quelques mètres du sol. Alors cet engin, ils vont dire qu'il était pourvu de petits trains d'atterrissage. Il s'est incliné à une vitesse incroyable et à l'aide d'une manœuvre que ces militaires jugent intelligente, il s'est posé près de petits buissons qui longent la piste d'atterrissage utilisée par l'armée de l'air en cas d'urgence. Donc, Bob, tu comprends que là, on est en territoire sensible et protégé. Tu m'étonnes. C'est un peu de la provocation, là. Alors, le caporal en charge du groupe, il ordonne au chauffeur de se rapprocher de l'objet et la jeep de nos militaires s'arrête finalement à 50 mètres de ce vaisseau qui est décrit comme étrange et massif. Alors, l'objet est d'abord parcouru d'éclats de lumière puissants et multicolores.
Et puis peu à peu, ce phénomène lumineux décroît, ainsi que l'insupportable bourdonnement qui finit par cesser. Heureusement. On pense que là, l'épisode est en train de mourir de lui-même, mais c'est alors que nos militaires vont de surprise en surprise et vont remarquer que près de l'OVNI se tiennent 3 créatures mesurant 2 mètres de haut et de couleur argentée. Ah. Ils sont complètement sidérés. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et d'ailleurs, en regardant de plus près, les militaires vont dire que ces entités, en fait, elles ressemblaient à des robots. Elles se déplaçaient à pas lents, elles donnaient la sensation à chaque enjambée de devoir se stabiliser. Plus tard, les militaires diront, je les cite, « Ces êtres se sont mis à marcher comme s'ils se balançaient sur une corde ». Alors en tout cas, évidemment, c'est pas rassurant parce que ce trio de robots se dirige d'un pas résolu, Bob, vers notre garnison qui n'emmène pas large. Ouais. D'ailleurs, ils emmènent tellement pas large que le caporal en chef perd ses nerfs et, saisi d'effroi, tire une rafale de fusil mitrailleuse sur ces intrus. il a dû se chier dessus. Excusez-moi l'expression. Donc là, il a dû. Et comme il n'était pas équipé de couches, c'était un peu compliqué. Voilà. Et donc, il va vider quand même son fusil mitrailleur. Le chargeur complet, quoi. Carrément. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que soit les projectiles n'atteignent pas leur cible, on ne sait pas, soit l'arme en question n'a aucun effet sur ces créatures robotiques. Voilà. Mais, encore plus étrange, que je te disais, c'est la 4e dimension. Écoute bien ce qui va se passer. À ce moment-là, l'un des robots va lever les bras. Et dans une de ses mains en forme de pince, ce que racontent les militaires, il exhibe une petite boule lumineuse qui émet des éclairs de couleur indistincte. Cela a un effet incroyable sur les membres de la patrouille. Les soldats sont comme hypnotisés et ne peuvent détacher leur regard de cette petite sphère hallucinatoire. Et ils se sentent gagnés par une sensation d'engourdissement et d'hébétude qui les empêche d'utiliser leur arme et de tenter toute autre réaction. L'un des soldats va déclarer officiellement dans le rapport de la police « J'avais l'impression d'être collé au sol, je n'avais plus aucune force, donc impossible de bouger mes bras et mes jambes. J'ai tenté de dire quelque chose, mais ma volonté n'était plus coordonnée avec mes lèvres. J'avais envie de hurler, de courir, mais j'étais envahi par un sentiment d'impuissance. J'étais au fond comme résigné au pire. À cet instant, j'ai compris que toute tentative de résistance était inutile. » Mais tu m'étonnes. J'adore ce témoignage. Alors, cet étrange état de paralysie va durer plusieurs minutes, va être temporaire heureusement, jusqu'à ce que les robots, avec des mouvements lents, se dirigent vers leur soucoupe. Leur démarche est toujours pesante et maladroite, et finalement, ils pénètrent à l'intérieur de cet ovni, qui émet un bruit de moteur très puissant. Et puis, l'engin s'élève lentement en zigzagant, avant de filer à une vitesse prodigieuse et se fondre dans le ciel en un clin d'œil. De l'habituel, comme d'usage concernant les ovnis. La paralysie, quelque chose qui revient souvent. Oui, absolument. On se souvient à Valençol, quand même. Oui. Beaucoup de voilà. Marius Deville, ce bon Marius. On salue d'ailleurs Dominique Filol qui nous a fait un joli film. Oui, Dominique, avec qui j'ai déjeuné il y a quelques jours. Mais c'est vrai qu'ils souvent ils sont paralysés comme bloqués. Absolument, absolument, totalement privés de tout réflexe. Donc une fois l'OVNI heureusement disparu, les militaires vont recouvrent peu après leur mobilité, mais ils disent être effrayés par le silence total, absolu qui règne autour d'eux et décident de quitter les lieux à toute vitesse. C'est un peu difficile parce que le moteur de la Jeep ne répond pas. Bon, ils vont réussir en poussant la Jeep, ils vont quand même réussir à regagner leur garnison et suite à cela, leurs supérieurs vont témoigner dans la presse et ils vont dire que lorsque les soldats ont débarqué pour raconter leur mésaventure, leur visage passait sans cesse de l'étonnement à la peur. Ils bégayaient, ils ne s'exprimaient pas clairement, expliquant ce qui s'était passé de manière incongrue. Il a fallu les calmer à l'aide de sédatifs. Ah, carrément. Oui, et le médecin qui les a pris en charge a noté dans le rapport donc, de l'armée, et j'adore la phrase, « Je n'ai jamais soigné de patients souffrant d'un choc émotionnel aussi violent ». Voilà. Ils ont vécu quelque chose là aussi. Ils ont vécu quelque chose aussi. Alors on ne sait pas ce que c'est, des robots à pince, chacun imaginera ce qu'il voudra, mais en tout cas, ils ont été visiblement extrêmement secoués. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ça a été énormément médiatisé. La presse ufologique aussi en a parlé. Le journal nord-américain du MUFON, dans son numéro 143 de son édition de janvier 80, en a parlé. Et puis, je vous ai retrouvé en fait dans la mythique revue britannique Flying Saucer Review, qui est parue en novembre
décembre 68, voilà, qui a traité le cas. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un joli cas là aussi. Pourquoi? Alors, un cas absolument inédit aussi en France, jamais rapporté. Ouais. Mais il faut savoir qu'il y a des milliers de cas qui n'ont jamais été traités par l'ufologie française. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, messieurs, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais vous poser la question, elle est assez simple. On a vu qu'on a tiré sur des ovnis. En début d'émission, est-ce qu'on devrait se méfier des ovnis? 40% de nos internautes nous disent non, oui, et 60% nous disent non. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Pascal, tu venais de dire qu'on n'a jamais été aussi branché OVNI. C'est-à-dire que la presse s'y intéresse, la grande presse, si on peut appeler ça de la grande presse, mais en tout cas, la presse grand public s'intéresse à ce sujet. T'attends quoi là, dans les mois, les années qui viennent? Est-ce que tu as la sensation que soit ça va rester encore une fois un sujet, voilà, un peu folklorique, un peu d'amuseur public nommé Bob et consorts, tu vois ce que je veux dire, ou on peut s'attendre à quelque chose? Moi, je pense que les ovnis, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Je pense que les peuples en ont un petit peu marre d'être infantilisés. On le voit dans toutes les grandes crises démocratiques que nous voyons actuellement. Et les ovnis, en tout cas les camouflages des militaires, sont vraiment pour moi le sommet de l'infantilisation. Je crois que les peuples ont le droit de savoir ce que font les militaires, puisqu'encore une fois, les militaires sont là pour protéger les peuples, mais pas pour les infantiliser. S'il y a des programmes secrets, très bien, mais il est évident que si d'aventure des militaires avaient été rentrés en contact avec des civilisations extraterrestres ou avaient récupéré du matériel, le peuple doit le savoir, tout simplement. Donc voilà, moi ce que j'attends, c'est plus de contrôle et de transparence des militaires et moins d'infantilisation de la part du pouvoir en place auprès des civilisations occidentales et des autres pays. Egon, qu'est-ce que tu attends? Tu espères quelque chose? Pas grand-chose, en fait, pas grand-chose. J'attends de l'imprévu. Notre histoire n'est faite que de surprises, donc quelques belles surprises. C'est vrai que je suis, moi, beaucoup plus dans le passé. Alors, pourquoi je suis plus dans le passé, dans ces histoires? Parce que je pars du principe aujourd'hui que tout est possible. Quand on voit ce qu'on est capable de faire avec des hologrammes, on maîtrise une technologie incroyable. Alors que quand je me penche sur des cas des années 40, 50, 60, 70, par exemple, il y a des tas de choses qu'on nous étions pas capables de faire. Voilà. Donc moi, j'aime bien fouiller le passé et je déterre de magnifiques sujets, de magnifiques histoires. J'en trouve tous les jours. Certaines qui n'ont jamais été présentées au public. Et voilà. Ah oui. Moi, c'est un petit peu mon... Ton dada, ta danseuse. Mon dada. Maintenant, j'attends que de la surprise. Voilà. Ouais. Non, moi je trouve effectivement, je suis ravi, parce que il n'y a pas si longtemps encore, on était un peu seul à balayer devant nos portes, en disant tiens, est-ce qu'on va pas trouver quelque chose? Là, tous les jours, il se passe des choses. Il faut dire quand même une chose, c'est que ce que disait Pascal, c'est que quand même depuis 2017, on a vécu un moment cardinal. Quoi. Ouais, cardinal. Effectivement. C'est du jamais vu. Moi, sincèrement, je ne pensais peut-être pas vivre ça. Quand j'ai commencé mon périple en terre ovni, où j'ai essuyé bien l'Asie et bien des colibés, je ne pensais pas qu'un jour, je vivrais un moment comme ça, sincèrement. Bon, écoutez, en tout cas, je voudrais vous remercier, messieurs, d'avoir participé à cette belle émission. Ils ont tiré sur les ovnis. On vous retrouve, bien sûr, respectivement, soit du côté de la plume avec Egon et son bouquin « OVNI, sommes-nous en danger ?» chez Max Milo dans la collection BTLV Mystère ou Inexpliqué, ou alors bien sûr du côté du micro et de la caméra avec toi Pascal quand tu fais tes lives sur le Maybe Planet, et tous les jours bien sûr tu vas glaner des informations sur ce dossier OVNI. Je voulais vous signaler quand même qu'il y a pas mal de choses qui se préparent sur BTLV, notamment ça, voilà, les rencontres du mystère et de l'inexpliqué, 9e édition. Après le Covid, on avait arrêté du présentiel, on a repris le chemin des salles, puisque il y a 2 jours, lundi, on a fait une carte blanche à Patricia Daré qui a été un carton. Et puis là, on se retrouvera au Forum 104 à Paris. Ça faisait 6-7 ans qu'on n'avait pas fait les rencontres à Paris. On y revient. 2 jours, 10 conférences avec Daré, Marty, Jean-Slav Keller, Blood Dio, Egon Kragel, Annel et Anton Parks, Pascal Lafargue, Jean-Patrick Pontal et David Gallet.
Donc tout est expliqué sur btlv.fr. On vous a mis les liens ici. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On vous embrasse très fort. N'oubliez pas que mardi prochain, il y a une masterclass et vous pouvez vous y inscrire. Là aussi, à la régie, on va mettre le lien pour cela. Pascal, bonne route à toi du côté de Marseille. Le soleil est revenu, donc tout va bien se passer. Parce que je sais que vous avez suivi un peu la foudre du côté du sud. Merci mon Egon. Merci à vous, merci Bob, merci Pascal et merci aussi à tous nos auditeurs fidèles. Alors la semaine prochaine, ce sera un live complètement différent. J'aurai l'équipe du film. Alors attendez, que je ne m'abuse, docteur. Attendez, je vais le chercher parce que je ne ferai pas que je me trompe. Il y aura Pascal Légitimus qui sera là parce que vous savez qu'il est très branché sur tous ces sujets. Ce sera l'occasion en tout cas de découvrir l'équipe du film de Philippe Garcin. Philippe Garcin a fait un très joli film sur le chamanisme, le chaman étant dans ce film Pascal Légitimus. Donc il y aura les acteurs qui seront ici. On diffusera quelques extraits de ce film et ce sera l'occasion pour nous de parler de ce... Et je crois que ce film s'appelle Nous revoir, voilà, où on se reverra. Mais voilà, donc en tout cas, c'est un joli film. Ce sera la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Abonnez-vous à BTLV. Je ne le répéterai jamais assez. Sans les abonnés, il n'y aurait pas le live. Et grâce à vos abonnements, vous avez accès à pléthore d'émissions. Depuis 10 ans, vous imaginez bien qu'on vous en a produit. Passez une très très belle soirée. Salut, ciao.